puisque vous êtes déplacé, on vous doit à minima le respect de notre présence et de l'emploi du temps. Voilà, moi j'ai raccroché la demande de Louis parce qu'on était, quand il a lancé l'Alterof, avant que je parte en Afrique pendant une dizaine de mois, je l'ai accompagné quand il a fait sa conférence de presse à Colbert, on était présent, il est venu plusieurs fois. Il était plusieurs fois venu à l'émission à Radio Galère pour en parler, l'émission d'économie de la culture que j'anime une fois par mois, que je co-anime avec le président de l'association ATC, Action Transculturelle, Philippe Perros, qui n'est pas là ce soir. Voilà, de 20h30 à 22h, le premier mardi du mois. Voilà. Donc il est venu participer plusieurs fois. Et donc moi, quand il m'a dit je veux organiser un débat entre les gens de la structure officielle MP 2013, enfin le LIN, le HOF, le AOUT et l'Alterof, j'ai dit pourquoi pas, c'est intéressant de pouvoir confronter les choses et de voir comment entre le moment... Directeur du MAC. Du MAC, Musée d'art contemporain. D'accord, enchanté. Approchez-vous, on est en famille, on est vraiment en petite famille. Le directeur de l'affaire culturelle n'a pas attendu, parce qu'il pensait qu'il avait trouvé qu'il n'y avait pas assez de monde. Donc on va peut-être faire un petit tour de table. Donc l'objectif c'était de confronter l'avis des uns des autres sur le fait que l'enseignement c'était un succès ou un échec, ou un succès partiel ou un échec partiel. Est-ce que ça avait répondu aux besoins ou à l'attente des acteurs culturels et puis surtout aussi de la population de la Provence, parce que on en parlera tout à l'heure. Moi je vous donnerai mon petit point de vue sur la question. Je pense que ça a été un peu une frustration pour les Provençaux. Moi je suis du 04, les Alpes d'Haute-Provence. Je pense que ça nous a plutôt dévitalisé notre territoire qu'autre chose, mais ça faisait partie d'un débat qu'on devait avoir, on ne l'a pas eu. Voilà. Donc moi je me présente, je m'appelle Bernard Ginet, je suis donc animateur de l'émission Radio Galère, par moi je vous dis, et je vais en démarrer une autre en janvier de 13h à 14h. Qui sera dédié au dialogue social territorial, quels que soient justement les projets. Donc on aurait pu faire un petit applicatif ce soir, de voir comment on avait consulté les uns les autres, ceux qui composent, qui font vivre ce territoire. Alors il y a les politiques, il y a les socio-professionnels, il y a surtout beaucoup les citoyens, quoi, organisés ou non, par le biais des associations notamment. Voilà. Donc j'en ai fini, j'ai un passé, un petit peu de culture, j'ai commencé une maison de jeunes et de la culture, j'avais 19 ans et après j'ai fait un peu de théâtre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là j'ai repris des fonctions dans une association, je suis secrétaire général, qui s'appelle ATC, Action Transculturelle, qui travaille plutôt avec les acteurs culturels du continent africain, mais maintenant par les Africains, parce qu'on est présent en Afrique, on travaille avec les Chinois, qui arrivent un peu sur tous les territoires, et avec l'Amérique latine, où on va organiser des tournées culturelles africaines en Amérique latine. Enfin, donc, un grand sac, mais on travaille aussi en local. On a fait des forums, un petit forum à Valençol, un petit village provençal où j'habite, de 3200 âmes à peu près, sur le thème « La culture, levier de développement économique ». C'était en 2010, c'était le 2 mars. Non, 2010 ou 2011 2010. Voilà. Donc j'en ai terminé, je m'intéresse à la culture en tant que outil, enfin notre association se veut un outil de paix, au service de la paix et du développement. Voilà. On va tourner. Et là, oui, peut-être les Marseillais. Oui, tu peux aller loin des micros pour parler, s'il te plaît. Et non, c'était pas prévu que je sois là, mais j'aime Et donc j'ai réalisé un film sur le CETA, les quartiers de la Maille pendant 1 an et demi.
on a travaillé avec les éditions communes et Textilo. Et on a fait l'ouverture d'Éden, c'est mon film. De part et d'autre. Et du coup, je ne sais pas si elle doit être déçue vraiment en fait, parce que ça a été plus ou moins conforme à ce qu'on pouvait s'attendre. C'est-à-dire un plan de requalification urbaine, parce que c'est ça une capitale européenne de la culture depuis Liverpool en 2005. Glasgow 90. Ah, On l'a dit, Glasgow, on m'a corrigé moi. ah bon? Ah ben, c'est bon, alors voilà, Glasgow 90. 24 ans. Voilà, 24 ans, donc... Si on savait pas avant, c'est qu'on est vraiment nul. Non, mais Ouais. il y a eu d'autres capitales européennes de la culture. Hein. En 89, il y a tout. Non, mais il y avait d'autres capitales européennes de la culture, mais depuis un certain moment, c'est devenu un plan de requalification urbaine, et c'est pour ça que Marseille a eu la capitale. Oui, c'est parce que. Voilà, c'est parce qu'on est une ville pauvre et qu'il a fallu. Voilà, et c'est aussi pour aider la métropole, Euro-Méditerranée, à se construire. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la culture, c'est un prétexte. Après, il y a eu des belles choses quand même, qui n'auraient peut-être pas eu lieu ou qui auraient été retardées. Par exemple, le Mucem. On ne pense pas qu'il aurait été construit si vite si jamais il n'y avait pas eu la capitale. Il y a eu le OFF, nous on était partenaires du OFF, voilà, on trouve qu'ils avaient une vision qui nous correspondait. Il y a eu des belles choses dans le livre aussi, mais après, c'est pas. Si on doit donner un avis sur la capitale en elle-même, l'objet capital, on ne peut être que très réservé, on va dire, d'une manière euphémiste. Voilà. Donc là, dans le tour de table, on fait déjà un peu notre bilan. Sinon, on va gagner du temps. Bonjour, je suis Cynthia Tortillo et je m'arrête. Non, pas du tout. Je pense que ça suscite, ça faudra poser quelques petites questions quand même sur la manière dont on apprécie les choses, dont on évalue l'avant, le pendant et l'après. Je pense que quand il y a un projet de quelque nature qu'il soit, il y a donc toujours, enfin, je pense que là-dessus, il avait bien posé la question, Louis. Il y a donc l'avant, il y a le pendant et il y a l'après. Et l'avant, la façon dont il a été construit, comment il a été construit, avec qui et pourquoi faire, on le savait déjà un petit peu, effectivement. On était déjà un certain nombre à le savoir. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire la totalité. D'ailleurs, il y a ceux qui savaient ce qu'ils voulaient en faire, il y a ceux qui ne voulaient pas qu'on en fasse ce que les autres voulaient en faire. D'accord ? Donc, ça, je pense qu'on essaiera tout à l'heure, enfin, c'est déjà une bonne idée que. C'est déjà bien que tu sois exprimé là-dessus. Mais on va essayer, pour rebondir, parce qu'on ne va pas se contenter de ce tour de table ce soir, je pense que ça mérite mieux que ça pour la suite, parce qu'il y a des décisions qui sont prises. Et c'est dommage, effectivement, que le représentant de la mairie soit parti. Et qu'on n'ait pas de représentant officiel du Marseille-Provence 2013 dans sa forme aseptisée. Parce qu'on avait des choses à dire et des questions à poser sur l'après et sur des dépenses un peu faramineuses qui n'ont pas donné de grands résultats ou qui ont donné quelque chose, comme on disait tout à l'heure, naissance à des coquilles vides. Donc, pourquoi c'est faire, etc. Donc, je pense qu'il faut qu'on rentre dans une analyse comme si on avait un suivi d'un projet. On reprend, on fait une évaluation d'un projet. Il a existé, donc on va essayer de faire dire à ceux qui n'ont pas voulu le dire avant, aujourd'hui, peut-être qu'ils se sont un petit peu trompés ou fourvoyés, et puis voir. Oui, je ne suis pas sûre que ils vont le dire. vous trouverez des gens qui diront qu'ils se sont trompés. Bien sûr. Dans les décisions, pour l'instant, tout ce qui balance, dans c'est les des décisions chiffres. prises de choses qui ont été construites et qu'on va fermer, il faudra quand même qu'ils s'expliquent, je pense. Au moins, je l'espère. Oui, je l'espère aussi, mais Ou alors, moi, je vais me transformer en squatteur dans pas longtemps. Voilà. Ah, ici. je pense que. Ça, Je pense qu'on va prendre le squat. Marseille, je dois squatter 2000 mètres. C'est ça. La parole à Claire Ouaraki. Ah non, tu es pas avec, mais tu es aussi une personne autonome, citoyenne. Oui, voilà, avec des je ventilos. suis juste avant. Oui, mais tu peux avoir un avis et tu peux te présenter. Laisse parler. Laisse Claire Ouaraki, qui est chercheuse à l'université d'Édimbourg. En fait, bonjour, c'est Lou Alessandrini, l'interruptrice. On est désolé que le représentant de la mairie soit parti, et il avait quand même le courage de venir, parce que apparemment aucun élu n'est venu.
Et Marseille 2013, qui justement a cherché une salle justement à cette date-là. Et bizarrement, une fois qu'on avait trouvé une salle, je dis quand même la situation, qui était l'espace Julien, P 2013 était complètement devenu indisponible. Donc on a décidé quand même de maintenir le débat. Et bon, finalement, Richard Martin a accueilli le débat ici à l'arrache parce qu'il fallait une autorisation de la mairie au cabinet du maire, sauf qu'au cabinet du maire, je vais faire très bref, il y a eu une expérience que tout l'après-midi, lundi après-midi, on m'a dit on vous passe le service de M. Bertrand, et M. Bertrand, on ne me le passait pas, on me passait un des responsables de service presse à mesure. Voilà. Donc voilà le truc, sinon, désolé pour les auditeurs, mais ils seraient venus au café, l'espace Julien, ça aurait été beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, le responsable mairie dit ah ben oui, vous avez fait un peu tard, mais seulement ils ont tardé jusqu'à lundi pour dire qu'éventuellement M. Cavalier est autorisé à venir. Voilà. La parole à Claire Roy. Je suis en train de faire ma thèse, je compare les villes de Liverpool, qui était capitale européenne de la culture en 2008, et Marseille, voilà, j'étudie les processus de transformation européenne, les politiques culturelles et les vies des gens, les rapports sociaux. Et ce que je peux constater, on voit les mêmes dynamiques dans les deux villes. Des processus de consultation, de beaux discours avant le projet, et souvent à ce moment-là c'est assez fédérateur, mais au fur et à mesure on voit avec les grands projets de restructuration, Euromed, les grands chantiers, construire un métropole, tout ce qui était mis en avant, qui était la vie cosmopolite, les cultures populaires, je pense, était plus ou moins écarté du projet. Et en même temps comme on a entendu, il y avait des beaux projets et des jolies choses se sont passées. Donc je pense qu'on fait un cercle rond comme ça, peut-être que l'idée c'est voir quelles sont les spécificités dans cette ville pour que les choses puissent se passer ou pas. Quelles sont les différences entre ces deux villes? Pour moi, c'est la question intéressante. Une chose qui m'a frappé beaucoup, la capitale européenne de la culture ici à Marseille était beaucoup plus organisée, beaucoup plus centralisée que ce que s'est passé à Liverpool. Liverpool était beaucoup moins organisé, et grâce à ça, d'une certaine façon, il y avait beaucoup plus d'espace, les gens ont participé, ils ont eu plus de possibilités de trouver des petites bourses de 2000 € pour monter un petit projet. Et comme ça, même que les mêmes dynamiques de transformation du centre-ville s'est passé, il y avait la possibilité de dire voilà, moi j'ai monté un projet moi-même avec ma petite structure culturelle. Ça veut dire que 5 ans après, les élus racontent un succès sans problème, un grand succès qui a repositionné Liverpool en tant que ville européenne mondiale, pendant que les taux de chômage continuaient d'augmenter. Il y a pas mal de problèmes dans la ville. Mais bon, il y a des gens qui sont contents que ça s'est passé aussi. Donc, le travail, je pense, c'est comment on peut valoriser, comment on peut explorer ces deux dynamiques à la fois. Les gens qui peut-être sont exclus d'une certaine façon des structures économiques et culturelles, mais ont une certaine sens de participation dans quelque chose. Je parle pour la part de Sabrina. Sabrina.
qui est sourde, qui est styliste. Elle a écrit les sourds d'artistes, les sourds passionnés d'art ne sont pas accessibles, car il n'y a pas d'association. Là, on signe. Oui, je pense à ça. Alors, les sourds artistes, les sourds passionnés d'art ne sont pas accessibles car il y a... Non. Ils ne sont pas accessibles car il y a l'association L'Art en Signe. Contacté avec la mairie de Marseille et le responsable de la mairie refusé pour la culture aux personnes sourdes. C'est ça? Journaliste à Made in Marseille, donc c'est un journal sur les communautés, la diversité, les quartiers nord, et je suis aussi artiste peintre. J'ai été aussi un peu dans le Val Thorens. Voilà, donc par rapport à la capitale culturelle, c'est vrai qu'en discutant beaucoup avec les gens des quartiers, eux, ils n'ont pas du tout vu cette capitale. Ils pensent que ça ne les concerne pas, ils n'ont pas eu de sous, il n'y a pas eu de projet, etc. Donc pour eux, c'est plus quelque chose qui s'est fait dans le centre-ville, sur le Vieux-Port, avec le pavillon M, etc. Mais je pense qu'il y a une grande partie de Marseille qui n'a pas du tout été pris dans cette aventure, quoi. Voilà. Après, pourquoi, comment, je ne sais pas. On cherche. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute? La parole est à oui. Je représente aucune structure, je représente moi-même. Voilà, je suis venu apporter un soutien technique. Tu es cinéaste aussi? Je suis réalisateur, entre autres. Je suis aussi un homme passionné de radio, donc on travaille souvent en autonomie pour fabriquer des émissions à Radio Galère aussi. Mais c'est vrai que en tant qu'habitant de Marseille, moi, quand j'ai un petit peu déambulé, j'ai regardé un peu ce qui se passe dans ces événements culturels que la ville nous proposait. J'ai vu que c'était plutôt une sorte de campagne publicitaire pour l'image de Marseille. Finalement, on oublie souvent quand on veut repeindre l'existant, on essaie de cacher l'arrière-plan, quoi. Je veux dire, cette image, les artistes marseillais, tout ça, je pense que c'est rien du tout, quoi. Elle ne représente rien du tout en ce qu'ils ont fait de ce tableau papier glacé, ce musée qui ressemble à la Mecque qu'on connaît dans mon Arabie, à l'Orient. J'ai vu beaucoup de touristes, mais j'ai pas vu des gens de Marseille vraiment se déplacer pour aller participer avec le cœur ou avec une passion marseillaise à ces événements. Voilà, donc je pense que même pour ce rendez-vous là que lui a essayé de provoquer, je pense que c'est au-delà de l'alter, on est complètement out, quoi, de cette capitale. Non, mais je vais t'expliquer une chose. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas énormément de monde, c'est parce qu'il y a un phénomène actuellement, ce qui se passe sur Marseille et sur la région, c'est qu'il y a un rejet total, une saturation, un dégoût de Marseille 2013. Les gens ne peuvent plus entendre parler. Ceux qui ont participé, ceux qui sont à l'extérieur, les gens ont une indigestion, donc ils se sont dit, oh là, un débat sur Marseille 2013, ça va être chiant, ça va être long, mais bon, on avait quand même des choses à dire. Bon, par contre, il y a des choses que je pense vous dire, c'est que Aïcha Sif, qui devait être présente, ne peut pas être présente au débat parce qu'elle est au lit, elle avait 42 fièvres, apparemment elle avait grippe. Et elle avait dit qu'elle viendrait, mais elle n'a pas pu du tout. Donc voilà, Julien Blaine, on va l'avoir bientôt au téléphone. Il a été retenu à Mulhouse. Donc on va faire, dans pas longtemps, il va nous rappeler pour faire une discussion via téléphone. Sachant que Julien sera à notre émission du 1er mardi de janvier, donc à des colonisations de la culture de 20h30 à 22h. Tout à l'heure, il va
confirmé qu'il serait présent. Voilà. Donc, moi je voulais vous dire que moi qui ai suivi les questions de transhumance depuis longtemps avec l'OMEMA, y compris avec les passeports pour les moutons, ça remonte à bien loin, je suis arrivé peu de temps après que la transhumance se fasse à l'occasion de l'événement. Juste pour une petite anecdote, je suis arrivé, il n'y avait même plus une crotte de mouton par terre, c'est-à-dire qu'on avait fait passer les balayeuses aussitôt derrière, c'est-à-dire tout le côté qui était un petit peu le côté naturel des choses, on l'a fait disparaître et je me demande pourquoi on a fait venir toutes ces petites bêtes comme ça sur Marseille. Voilà. Donc c'était juste une petite anecdote, mais moi je suis arrivé derrière, je me suis retrouvé, on m'a dit mais t'es sur l'itinéraire? Bon, moi qui ai fait des sentiers pour des associations foncières pastorales quand je suis arrivé en Provence en 1986, j'étais surpris de ne pas trouver de crottes partout par terre. Je me suis dit mais où ils sont passés? On les a téléchargés. Voilà. Donc on va essayer, donc les absents, ils sont quand même nombreux ce soir, mais je crois que comme on l'a dit tout à l'heure, c'était le fait d'envoyer une invitation aussi rapide ne permettait pas. Moi je voudrais vous poser pour la prochaine organisation, parce que je pense qu'on va se retrouver en janvier, et ça nous permettra peut-être les uns et les autres de préparer les débats, et que les débats soient dans la salle et non pas à la tribune. Hein. Moi, j'avais donc simplement pris des questions toutes bêtes d'un évaluateur de projet, aussi bien humanitaire qu'autre chose. Donc, j'ai essayé de mettre à profit les quelques compétences que j'ai, si j'en ai, je ne sais pas, sur le suivi, l'analyse et la qualité des résultats du projet. Donc, moi, je voulais poser un certain nombre de questions à chacune des composantes, le IN, le OFF, le OUT, l'Alterof. C'était sur la logique du projet d'abord, donc quels étaient, en démarrage, puisque c'est l'étape numéro 1 en principe, quels étaient les besoins, les groupes de population ciblés par le projet. Quels étaient les objectifs du projet, les résultats attendus du projet. Bernard, il faut poser la question à MP 2013 qui a joué la chaise vide. Oui, mais je pense justement, ce que je veux essayer de montrer, c'est qu'on va essayer de sortir un papier, de sortir un document avec des questionnements qu'aux principaux interlocuteurs qu'on va inviter, on leur enverra, s'ils n'ont pas écouté l'émission qu'il va refaire, ils auront les questions posées et on verra bien déjà qu'est-ce qu'ils ont à mettre derrière. Et ça permettra qu'on ne parte pas dans tous les sens, mais que sur chacune des questions qu'on aborde, eh bien, on sache, ils aient été prévenus, ils sachent. Et donc, partant de la salle, sachant que c'est la salle qui va interpeller les différents intervenants, et non pas un animateur à la tribune, parce que moi, c'est pas ce que je souhaite pour ma part. Je souhaite que ce soit la salle qui questionne, en ayant le même fil conducteur, pour voir comment, justement, la plupart des gens de cette région ont été totalement ignorés, que les objectifs poursuivis n'étaient pas ceux qui sont avoués, qui ont été mis en avant. Donc je continue, si vous permettez, mes 21 petites questions sur la logique du projet. Donc les activités prévues pour l'atteinte des objectifs du projet, les impacts négatifs potentiels du projet, les impacts identifiés, donc négatifs, les mesures préventives ou curatives prévues, les impacts positifs visés par le projet, donc c'est quand même important qu'on nous les dise, les principes de l'opérateur, l'application pratique de ces principes dans le projet, les mandats, en termes d'expertise, de légitimité, de reconnaissance et ou d'obligation juridique de l'opérateur. Quel est cet opérateur? Comment il a été constitué? C'est un peu lourd peut-être, mais non, c'est le soleil. C'est le... Ah bon, je croyais que c'est moi qui te faisais bronzer et non pas le projecteur. Les degrés et modalités d'implication des populations prévues par le projet. La spécificité du projet garantissant le respect des caractéristiques socio-culturelles des populations, tant en termes de diversité qu'en termes de territoire. Parce que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure quand je me suis présenté, la Provence, et ça a été une intervention que j'ai faite à la Friche, moi, le début janvier 2010, je leur ai dit qu'ils avaient volé la Provence, parce que la Provence, ça va de l'ancien comté de Nice, jusque du côté de Nîmes, jusque dans la Drôme provençale,
Et il y a la Haute-Provence qui est chez nous, Manosque, les environs, etc. Et il y en a une partie donc ailleurs. Et ça veut dire qu'on a pu voir que c'était très important parce que ce terme Provence, comme tout à l'heure, c'était Richard Martin qui nous parlait de la réduction des subventions de la région. On voit que l'incidence, notamment du conseil régional et des subventions aux associations, pour ne parler que du conseil régional, mais il y a les conseils généraux aussi, qui ont diminué leurs subventions et un certain nombre d'associations culturelles ont disparu. Donc une représentation de la diversité socio-culturelle par ce biais-là. Donc les marges d'adaptation prévues pour le projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait de modifiable. Alors on s'est rendu compte qu'il y a eu un peu de modifiable et peut-être que notre ami du UOF pourra nous en parler puisqu'à un moment donné il a été un peu considéré comme le prestataire de l'officiel, c'est-à-dire qu'on a dû dégager, j'ai lu ça quelque part dans un article, on a dû dégager donc des fonds en disant faut peut-être en laisser un petit morceau aux autres pour qu'ils puissent faire des choses. Les alliances prévues, donc les partenariats, coordination, autres formes de coopération, les partenariats financiers. Moi, j'ai assisté à cette première grande réunion. On nous a parlé d'un budget de 98 millions d'euros et on venait de nous annoncer ce soir-là le premier sponsor officiel qui était la Poste, 1 500 000 euros. Les objectifs prévus de ces alliances. Alors là, peut-être qu'il y aurait... moi, je ne l'ai pas volontairement développé parce que je pense que ça fait partie du débat. Mais l'objectif, notamment en termes de choix d'animation, de choix de spectacle, de choix de programmation, moi ce soir-là j'ai entendu que puisqu'ils mettaient la main à la poche, c'était eux qui allaient participer au choix des projets les plus vendables, les plus vendeurs pour eux. Ça m'avait un peu choqué. Les ressources prévues, donc en termes de temps, d'expertise, en moyens, en infrastructure, en équipement, consommables, etc., et en argent. Et surtout le système de gestion prévu pour l'administration et les finances, pour le suivi budgétaire, la trésorerie, voir où allait l'argent. Ça c'est quand même très très important. Les besoins ou groupes de population ciblés par le projet, donc ça c'était conformément au 1, mais comment? Ah ben on peut prendre Julien et... Attends, on va tenter par téléphone Julien Blaine qui est le bout de la France. Je vais essayer avec mon micro, on va voir si ça passe. Vas-y, parle. Parlez, Julien Blaine. Attends, 10 secondes. Parle. Parle. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez là? Oui, ça marche, on t'entend. Bon, très bien. D'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser de mon absence, mais comme vous l'expliquerez à Louis, il y a quand même 2 ou 3 forces majeures qui fait que je n'ai pas pu être avec vous. Voilà, pour l'intervention sur Marseille, capitale de P13, vous savez qu'est-ce qu'on peut en dire. Aujourd'hui, on se retrouve avec des contenants absolument sublimes, je veux dire, le musée de la prise de la belle de nuit, pour parler avec les 2 plus beaux. Une belle boîte, magnifique. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Attends, on essaie de... Il y a un problème, il y a du Larsen. Tu ne peux pas couper celle-là, l'enceinte? Couper l'enceinte droite. Je te laisser... Comment? Vas-y, parle, Julien. Voilà, je m'entendais sur Larsen maintenant. Non, oui, c'est bon. Bon, voilà, donc je vous donne mes excuses pour l'absence, c'était vraiment le cas de force majeure. Je travaille dans le même temps, donc c'était très compliqué de pouvoir être avec vous ce soir, ce que je regrette. Pour le reste, je sais que vous voulez parler de Marseille 2013, de ses succès, de ses échecs. Ce qu'on peut dire dans les succès, c'est qu'il y a eu 2 contenants sublimes, parmi quelques autres, qui sont la friche de la VDB et le Lucet, mais que des beaux étuis, c'est important, c'est intéressant, à condition qu'on y mette quelque chose dedans. Donc par rapport à ces contenants, qu'est-ce qu'on va faire en 2014 de ces contenus et des contenus qu'on mettra là-dedans? Avec le fric, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on se balade dans ce qui est appelé l'espace public et qu'on voit ce qu'on a mis comme type de sculpture, comme type d'art contemporain, je veux dire les Dali absolument dégueulasses, les animaux absolument ridicules, et maintenant le long de la République, des espèces de statues grecques absolument stupides. Il est clair qu'on aura beaucoup de mal à expliquer que l'art contemporain c'est pas ça, donc il va falloir vraiment beaucoup travailler, parce que d'une part il y a une chose incroyable, c'est un succès populaire de 2013, et d'autre part, il y a une chose incroyable, c'est la capacité de montrer des choses qui sont vraiment dans l'art contemporain, et pas dans le véhicule achevé de ce qui a été montré dans l'espace public. Voilà.
artistes, écrivains, poètes, gens qui fabriquent l'art pour faire avancer des choses en 2014 et ne plus se tromper de piste. Ça va? Oui, je comprends. Bon, parfait, mais écoutez, Julien, est-ce que tu nous entends? Julien, si je te parle là au micro, est-ce que tu m'entends? Je t'entends là, je t'entends mal, mais je t'entends. Bon, c'est Bernard donc, que tu as eu tout à l'heure. Moi, je voulais te demander justement, par rapport, tu as dit que pour certains... Tu m'entends mal. Faut bien articuler. Je vais essayer d'articuler. On va essayer de faire un truc. Attends, je te le passe au téléphone. Je parle au téléphone. Non, c'est bon. Vas-y. Vas-y, parle. Oui. Oui, là tu m'entends. Oui, moi ce que je voulais te demander, c'est comment toi, en tant qu'artiste, il y en avait deux, trois, il y en a un qui a l'air de s'en aller déjà, là, nous abandonner, là, non, là, il est parti, là, il revient. C'est de savoir, moi je surveille parce qu'on n'est déjà pas nombreux, alors si il y en a qui s'en vont maintenant, ça ne va pas faire. L'idée c'est de comment vous pouvez, vous en tant qu'artiste qui avez participé, qui avez eu très peu de moyens, comme la plupart d'ailleurs des gens qu'on voit ce soir, hein, ce ne sont pas ceux qui se sont gavés dans les budgets de Marseille-Provence 2013, hein, souvent ils ont fait des choses même à l'économie, hein, Yann nous l'expliquait tout à l'heure, avec peu de moyens ils ont fait des très belles choses. Ce qui veut donc dire que, ma foi, il y en a qui doivent se payer différemment, quoi, certainement, pas à la même hauteur, enfin, les prestataires ne sont pas les mêmes, voilà. Enfin, c'est beaucoup de questions sur la masse monétaire qui a été bougée et ce qui a été réparti, et on a l'impression de se retrouver vraiment dans le cas de figure mondial, c'est-à-dire qu'il y en a 5 ou 10% qui possèdent 90% de la fortune du monde, quoi, ou même peut-être davantage. C'est sûrement ce qui s'est passé un peu dans ce domaine. Alors, moi, je me concerne, comme vous le savez, je vais participer à plus d'actions de Marseille 2013 directement. J'ai été dans le festival qui est plus ou moins dans Marseille 2013, mais je n'ai pas du tout rien fait dans le cadre de Marseille 2013, sauf la configuration en 2009, ça remonte vraiment beaucoup d'années, quand Marseille 2013, tout en a chargé, m'a donné 5 000 € pour le rien me cacher, pour faire mon exposition au MAC, qui était donc plein au MAC Country, voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai touché, moi, en direct de Marseille 2013, 5 000 € pour la configuration de cette exposition au MAC de Marseille en 2009, donc c'est-à-dire 4 ans avant. Pour 2013, proprement dit, bon, il y a eu des choses qui ont été faites, mais c'est vrai que le problème qui a été le plus déterminant pour moi, c'est qu'on a créé des nouveaux contenants qu'il va falloir faire vivre. C'est ça la question qu'il faut se poser, nous les artistes ici d'ailleurs, qui viennent, qui partent, quelle que soit leur origine, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec nous dans ces contenants-là. C'est ça. Comment je propose l'avenir sur des structures telles qu'elles existent et sur des manifestations telles qu'elles devraient exister. C'est un très très bon brouillon pour savoir ce que doit être la culture en 2014 et après, comme on a eu des brouillons qui ont été mis au propre entre, pour citer les actes n'importe lesquels, entre 1986 et 1995, dans cette décennie-là. Ce qu'on peut appeler la décennie d'Igourou, qui a été quand même une décennie assez profitable pour l'art et la culture à Marseille. D'accord. Donc tu es en train de parler de l'inadéquation des constructions, des équipements par rapport à la demande. Ce qui a été fait comme contenant, je veux dire, c'est devenu en effet des choses énormes qui ont attiré beaucoup d'artistes et beaucoup de monde et beaucoup de touristes aussi. Bon, tout ça, ça restera positif, mais il faudra qu'on fasse des contenus qui ne sont pas les expositions qu'on a vues à ce jour à Bruxelles ou à la Friche. Ça nous paraît très important parce qu'à part l'exposition très très belle, dont personne n'a pas parlé parce que personne n'a su, parce qu'il y a une communication zéro, c'était l'exhibition pendant les Prague, tout le reste a été vraiment sans intérêt. C'est-à-dire que la même exposition qu'on peut voir avec des noms différents à Tokyo, à Berlin, à New York, et maintenant à Pékin, pas à Marseille. Voilà. Pour moi, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que les artistes contemporains ont à dire par rapport à ces nouveaux espaces, y compris par rapport à ces anciens espaces, par rapport à l'Europe, par exemple. Oui, bon, là tu es en train de soulever une question qui n'est pas que dans le domaine culturel. Moi j'en aborderai une autre, mais qui est exactement de la même tonalité. C'est quand on a lancé le principe des usines vertes auprès des municipalités, on a construit des locaux adaptés à une activité et totalement inadaptés à la demande générale, quoi. Changer avec Julien un peu. Tu m'entends, Julien, c'est bon? Oui, je t'entends. Bon,
Moi, je vais te dire ce que je trouve qui serait intéressant de dire, quand même, c'est qu'il ne faudra pas faire. Enfin, on passe un peu les erreurs qui ont été faites, mais bon, quand même dépenser 4,7 millions pour un projet qui s'appelait la transhumance, le truc qui s'appelait des flammes et des flots, parce qu'il était prévu 3,7 millions. Il était prévu. Ben oui, c'est ça. Elle traverse la Crévaresse et va dans les Alpes. Donc c'était vraiment une idée absolument saugrenue et très très chère de faire une manifestation géniale à Marseille par rapport à un truc qui n'a rien à voir avec cette ville, qui est une ville urbaine, qui n'est pas ouverte sur la terre et qui est ouverte sur la mer. Mais même. Quand on voit toutes les opérations qui sont déroulées autour de l'île, c'est clair qu'il y avait beaucoup de choses à en dire. Mais même. Alors que là, il y a un concept intéressant. Mais même le truc transhumant, je veux dire, moi j'avais entendu une émission, c'était le téléphone sonne que j'en peux retrouver sur France Inter, à l'ouverture de Mucène. Et il y avait une dame qui habitait à 600 mètres du centre de la Roque d'Anteron. Elle a dit, j'ai entendu, oh là là, depuis des mois, il va y avoir un événement immense, la transhumance. Et elle est allée à 600 mètres chez elle, donc il y avait 15 cavaliers ou 20, une vingtaine de cavaliers qui passaient, quoi. Faut pas exagérer, mais je veux dire, Marcel Mitrel, c'est pas. Hein? Tu vois, Louis, je crois qu'il faut savoir ce qui s'est passé, il faut avoir l'analyse de ça. Il faut savoir aussi que ce qui a marché, et ça nous sert, c'est un brouillon. Voilà, on a fait un beau brouillon de ce que pourrait être la culture avec des moyens. Donc, essayons de renouveler cette expérience, mais cette fois-ci avec des moyens et en même temps intelligent sur ce qui doit se faire. Mais parce que c'est ce qui s'est fait, je veux dire, par là, si on veut parler de la ville de. Moi, je ne suis pas du tout impliqué, ni de près, ni de loin. Mais comment ni indirectement. C'était ma question. Comment tu vois, Julien, la manière que les artistes, ceux qui n'ont pas été justement associés à cette démarche, aujourd'hui, comment ils peuvent reprendre la main? Ils deviennent des squatteurs et puis ils décident de l'aménagement qu'ils vont faire de ces grands espaces vides? Ou comment ils font? Moi, je veux savoir si je viens avec vous squatter. Là. Voilà. En ce qui concerne la finale de la Vallée, parce que ça a commencé comme ça, le seul problème, Louis te l'expliquera, c'est qu'il y a eu un donné une volonté politique pour accompagner ça. Donc le problème, en effet, pour que ça existe, il faut qu'il y ait une volonté politique pour accompagner ça. Les artistes tout seuls, s'ils font des soirs, c'est mieux de le faire dans des endroits qui ne sont pas muséaux. S'ils font par contre une reconnaissance de leur travail d'artiste, de leur travail d'écrivain, de leur travail de poète, il faut qu'il y ait une volonté politique qui s'exerce là-dedans. C'est pas pour rien que je me suis impliqué depuis quelques mois dans cette histoire-là pour essayer de voir ce que ça peut donner si je reprends comme j'ai fait pendant quelques années, si je reprends un désir, pas une carrière politique, mais un désir politique par rapport à Marseille et par rapport à la politique qu'on peut mener à cette ville. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'excellence artistique, c'est-à-dire vraiment l'excellence artistique, elle doit être populaire. On ne doit pas donner de manière populaire des choses qui sont de la véritable merde, comme les Dali ratés, ou les animaux crétins, ou les statues stupides, parce que ce serait populaire. Ce qu'on doit montrer dans l'espace urbain comme dans les musées, c'est de l'excellence artistique, de l'excellence littéraire et politique, mais pour le plus grand nombre. Et ça, c'est un travail où on doit aller pour que le plus grand nombre ne se boudisse pas devant des rhinocéros, des éléphants, par exemple, des prix. Ils ont tout ce que c'était que l'arme de poing, voilà. Oui, puis il y a deux choses. Il y a quand même l'argent qui a été gâché par exemple, ce que j'appelle le pavillon M 4 petits points, qui a coûté 5 millions d'euros. Moi, je ne parle pas de ça, moi je ne suis pas responsable. Non, mais je ne parle pas de toi, je trouve qu'il y a un gâchis. Ni du MP13, ni de quoi que ce soit. Donc moi, je peux te dire, par rapport à ça, ce qu'on devrait faire, ce qu'on devra faire. Pour le passé, voilà, on a pris Attends, il y a le petit enfant de Stéphane Sarpo qui est en train de faire la révolution. Je t'embrasse, Ulysse, je te revois. Voilà, je vais vous quitter. Tu nous quittes déjà? Tu pars? Et puis je vais faire l'émission qu'on a proposée tout à l'heure. Par contre, je veux dire, ce qu'il y a, c'est que, je posais une question. Qu'est-ce que tu penses d'un MP 2013 qui dit, si vous avez une salle, je viens, une fois qu'on a trouvé une salle, ils ne viennent pas. Hein? Est-ce que tu as besoin de moi pour passer une chose pareille par rapport à ça? Ben là, je me pose la question, en toute modestie, est-ce que l'officiel, le IN et M. Chouinet et autres ont peur de se confronter éventuellement à un vrai débat public
et aussi à l'Alterof, quoi, je sais pas, bon... C'est possible, mais là c'est pas la réponse, je ne suis pas l'interlocuteur adéquat pour cette réponse. Et par contre, je veux dire, bon... Je suis obligé là, je suis désolé. D'accord. Ben, en tout cas, merci d'avoir un truc, je veux dire, on fera, on essaiera de faire un truc, la prochaine fois, mois de janvier, puis d'ailleurs on va essayer de refaire un... Parce que je vais dire un peu pour la salle, Richard Martin, qui va quand même accueillir gentiment, à l'arrache, et bon... Oui, ben Richard, il doit être dans le théâtre. Mais il faut qu'on fasse une autre réunion et que les responsables du Trésor viennent. À bientôt, au revoir. Merci Richard. Julien, pardon. Au revoir. Oui, maintenant oui. Donc, moi je pense que c'est... Enfin, tout à l'heure, je n'avais pas tout à fait terminé, mais je ne vais pas vous endormir avec ça. Je pense qu'on va faire un document. On essaiera de faire passer, donc si vous voulez, au dos d'un de ces documents-là, marquer vos coordonnées pour qu'on puisse vous faire passer à vous qui avez eu la bienveillance, la gentillesse d'être présent ce soir, ce petit questionnaire qu'on enverra aux responsables. Alors, donc le représentant du HOF qui joue les nounous ce soir, on le recevra très officiellement en tant que représentant du HOF, comme moi je l'enverrai aussi à Louis Alessandrini de l'Alterof et à la Hout aussi. Donc on va traiter tout le monde de la même manière. Je me positionne là en tant qu'animateur d'un questionnement, hein, parce que qu'est-ce qui a donné naissance, pourquoi il y a eu donc le HIN, qu'est-ce qui a donné naissance, d'où vient l'idée, d'où vient le projet, hein, d'où vient l'idée, quand est-ce qu'elle est passée de l'idée à projet, et quand est-ce que la réalisation et l'évaluation qu'on en fait, ça a amené le HOF, ça a amené le HOUT, et ça a amené aussi l'Alterof. Donc ça veut dire que c'est parce qu'il y avait des insuffisances ou une non prise en compte d'un certain nombre de besoins ou de groupes de population qu'on en est arrivé là. C'est parce que sinon, s'il y avait eu un consensus sur l'ensemble, si on n'avait pas douté de ce qui allait se passer, s'il n'y avait pas eu, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire une analyse qu'on pourrait mettre déjà dans les conclusions aujourd'hui de ce qui s'est passé, parce qu'on avait vu ce qui allait se passer. Hein, il y avait une immense opération immobilière, il y avait une immense opération de vidage d'un certain nombre de zones. Hein, il fallait évacuer des zones, éloigner les gens de conditions modestes. Ça a commencé, vous savez, moi j'étais coprésident de l'APAS. L'APAS c'était rue de la République. On a fait partie du déménagement. On nous a évacués de là, on est parti parce qu'il y avait des opérations de remettre. Ça, c'est pas unique à Marseille. On déstructure les villes depuis fin 80. Moi, j'étais responsable de la maîtrise d'ouvrage dans pas mal de villes, parce que je suis compagnon du devoir et après j'ai été ingénieur de travaux. D'où le film que j'ai fait sur la Ciotat qui est un peu sur ce sujet-là. Il ne faut pas qu'on soit naïf non plus. Il y a des accointances politiques, il y a une politique de la ville qui échappe à peu près au plus grand nombre des électeurs. C'est pour ça que les électeurs, ils ne sont plus que 40 à 50% à voter. Donc c'est un ensemble. Il ne faut pas se leurrer que dans Marseille 2013 ne déroge pas à ce qui se passe dans toutes les villes européennes. C'est une politique qui est très frileuse sur un type de population. On a toujours ciblé un type de population. Et on n'a jamais pris en compte l'ensemble de la population. Et donc en ciblant un type de population, on marginalise, on communautarise. Et quand on parle des... Moi j'ai beaucoup travaillé sur les quartiers de Grenoble, quartiers ouvriers de Grenoble et de Lyon, au moment des Minguettes, etc. La spécificité de Marseille, c'est que la pauvreté est dans la ville. Et c'est ça qu'ils veulent dégager. Les Bouches-du-Rhône sont la première en matière de construction sécurisée. Donc on va faire comme au Brésil, il va y avoir des vigiles dans ces zones sécurisées, etc. etc. Donc là, il ne faut pas se leurrer, on en est là. Et il y a toute une
la vraie population, du coup, les vivants des villes, qui sont représentés par des associations, par des artistes, par tout un tas de gens, peuvent faire quelque chose. Nous, avec des moyens très limités, mais avec un engagement total d'auteurs, d'artistes, etc., on est arrivé à faire des choses. C'est pas, on ne peut plus attendre sur la politique de la ville qui, de toute façon, nous échappe. Nous tous, on ne sait pas ce qui s'y passe. Donc, on fait des choses. Et le cinéma, aujourd'hui, là, je viens de terminer un film, on n'attend plus après le CNC. Les moyens d'Internet nous ont permis de faire aujourd'hui, on prend une caméra, on prend des micros, on est un peu, pas trop mal technicien, on fait les films, et après on demande, on vend ça à la télé, qui n'a plus d'autre moyen que de passer par là. Donc on est quand même dans un bouleversement total de l'art, quand j'entends parler de l'art contemporain, tout ça, bon, il y a quand même des choses aussi qui sont à dire depuis les années 80, où ça a été pareil, c'est une communauté qui se greffe. Moi j'ai beaucoup travaillé dans l'art vidéo dans les années 80 et quand j'ai vu comment Art Press, Art Vidéo se sont construits et qui se refilaient les prix, que ce soit dans tous les festivals qu'ils ont créés eux-mêmes, évidemment, pour se refiler les prix. Donc voilà, on sait comment ça tourne. Après, on est le plus grand nombre quand même pour faire des choses. Ça représente une minorité. C'est pour l'argent, mais bon. Nous, on a comment dirais-je, l'envie et l'engagement de faire avancer les choses. Et moi, je ne vois pas du tout le communautarisme d'un instant où je suis aussi bien dans les quartiers que dans une maison bourgeoise. Et notre projet, c'est d'aller occuper Andoum et de faire pareil. Ce qu'on a fait au quartier créatif de la Ciotat, dans le quartier ouvrier des gars des chantiers navals, en fait, et de faire ça dans un quartier bourgeois. Et parce que tout le monde aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la population. L'erreur, c'est qu'on dissocie les populations, on les disloque. Et du coup, les gens ne se rencontrent plus. Et donc, moi, j'ai une gamine de 20 ans, on vivait correctement, dans un quartier entre guillemets correct. Elle ne sait pas ce qui se passait au Mirail à Toulouse. Elle n'a jamais rencontré, quand ça cramait à Toulouse, elle n'a jamais rencontré des gens du Mirail. Et à 20 ans, donc c'est sûr que ça pose des problèmes de communication à un moment donné. Donc voilà, nous on a essayé de faire avec 2-3 associations. On a fait le travail en fait. On a montré que c'était possible. Et je pense qu'il y en a d'autres qui font le même travail à des échelles différentes. Donc c'est plus à mon avis, c'est interpeller les politiques. D'accord, mais ça fait 40 ans qu'on interpelle les politiques. Justement. Moi je voudrais un peu rebondir sur ce que tu nous dis, parce que tu nous montres qu'on peut faire des choses avec peu de moyens, mais que ces moyens sont très importants quand ils sont distribués quand même, pour permettre, comme l'a dit tout à l'heure notre ami Claire là, sur Liverpool, en disant les petits projets à 2000 €, c'est peut-être des petits projets, mais ce sont ceux qui font bouger les choses un peu en profondeur et qui associent... Sur les moyens, je rectifie un peu, c'est qu'on surévalue les moyens. C'est-à-dire, comme on a surévalué l'immobilier et le mètre carré de construction, on a surévalué les écoles qui deviennent privées, tout est surévalué. Donc les moyens, quand on sait que le CNC, pour faire un long métrage, ils disent un long métrage, c'est minimum 1 million d'euros. Mais c'est pas possible. 1 million d'euros, c'est le cachet d'un mec comme Depardieu. Bon. Donc voilà, c'est ça. Dis-moi, juste une petite question d'ordre pour notre ami la nounou, notre ami du Stéphane, est-ce que tu veux que je m'occupe de ton enfant le temps que tu vas nous parler? Est-ce que tu veux que je fasse la nounou le temps que tu vas nous parler? Non? Ah mais tu sais, moi les bébés, voilà, tiens, regarde. Tu viens de trouver une nounou là, tu t'es pas rendu compte? Regarde, tiens. Hein? La nounou, voilà, tiens. Alors viens nous parler toi un peu de... T'as vu le sens donc qu'on voudrait nous donner pour que la prochaine fois on prépare... Là on ne pouvait pas aborder de la manière dont je l'ai dit là tout à l'heure,
mais on va essayer de préparer les choses de manière assez pointue pour que personne ne puisse se fourvoyer. Hein, quelle que soit la structure à laquelle il appartient, on pose les mêmes questions. Et il y en a forcément qui font l'objet théoriquement, enfin j'ose espérer qu'avec 98 millions d'euros, on a fait quand même, on a développé une logique de suivi et d'analyse de qualité. 80, on a perdu 7 ans en route, qui c'est qui s'en est mis dans la poche? C'est Toulon qui a quitté, en fait c'est 92 millions. Bon, 92 millions, mais bon, quand on est à une somme aussi importante, on doit, non seulement on doit des comptes aux différents financeurs, mais on doit suivre et évaluer vraiment l'ensemble des résultats des projets. Donc ça, j'ose espérer quand même qu'ils ont mis en place des indicateurs de résultats, des études d'impact positifs, négatives, etc. Enfin, je veux dire, ils avaient les moyens de payer des gens pour faire ça. Donc je crois que ça existe et qu'ils devraient répondre sans trop de difficultés à certaines questions. Il y en a d'autres certainement qui seront plus embarrassantes et auxquelles ils ne répondront pas ou ils essaieront de faire diversion. Mais au moins, ils ne pourront pas dire que l'on veut simplement discréditer ce qu'ils ont fait. On n'est pas dans ce trip-là aujourd'hui. Je veux dire, si on devait, c'était avant qu'il fallait agir. Maintenant, c'est dépensé, c'est fait. C'est pas une fois que la bataille est terminée qu'on fait ça. Simplement, c'est pour éviter que de nouvelles erreurs de ce type se déroulent sur notre territoire. Et puis aussi préparer un meilleur usage des dépenses qui ont été faites. Parce que nous sommes des citoyens responsables, les uns et les autres. Et puis avoir des bâtiments vides ou avoir des théâtres qui se vident, comme le théâtre qui va être fermé et puis qu'on va remonter ailleurs, comme l'a dit Richard tout à l'heure, c'est des choses qui nous concernent tous en tant que contribuables. Voilà. Donc on essaiera de faire comme ça. Donc toi, y compris en tant que représentant du off, on te donnera les mêmes questions. Pourquoi vous êtes créé en off au départ? D'où vient l'idée? Comment vous êtes passé de l'idée au projet? Et puis comment vous avez vécu l'avant 2013 et puis 2013. Donc ça, on le fera pour préparer la prochaine réunion. Mais tu n'as pas eu la parole jusqu'à maintenant. Donne-nous ton sentiment global et puis qu'est-ce que tu aimerais qu'on puisse aborder dans une émission, dans une animation là-dessus, sur cette question-là. Hein, parce que je pense qu'au-delà de l'émission qu'on va passer, on va aller plus loin, on va essayer d'enclencher un travail sur la culture, parce qu'on a vu, il y a des gens qui sont demandeurs, et puis il y a des locaux à occuper, et il faut faire des propositions pour les occuper de manière intelligente. Et surtout éviter qu'ils ferment, voilà. D'abord une crèche, mon gosse. Voilà, ça serait pas mal. Qu'est-ce que je voulais... Vous avez dit beaucoup de choses. Peut-être que le plus simple, c'est de poser des questions sans forcément y répondre en même temps, quand on les pose. Et pas forcément redire des choses qui sont lues et qui ne sont pas forcément justes. Donc je peux avoir un peu de l'offre parce que ça va fâcher tout le monde. Mais par contre, je peux poser une question. J'ai vu dans 2013. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous avez été le prestataire de Marseille 2013? Est-ce que vraiment, vu à néant le financement de 460 000 euros, d'ailleurs, ce que je pourrais poser la question, ce qui pourrait être intéressant, c'est un peu le détail. Moi, j'étais allé voir une conférence de presse, avoir le détail un petit peu des financements et comment ça a été un peu dépensé. Bon, je sais qu'il y a 100 000 euros pour le projet Invisible Design. C'est toujours pareil dans votre réunion, c'est 1h30 que vous posez des questions et vous répondez en même temps. Donc, soit vous posez des questions, vous laissez répondre. Non, mais je te laisse répondre. Vas-y. Alors, c'est quoi la question? Qu'est-ce que tu penses de ce que dit Jean-François Chounier, que vous étiez le prestataire de l'MP 2013? Est-ce que tu considères que tu es toujours vraiment en offre et un financement et un partenaire aussi au financement de l'MP 2013? Le OFF n'a pas été financé par MP 2013. On a reçu 0 argent de MP 2013. Pour camping, le camping, c'est une association spécifique qui s'est montée, qu'on a financée, qu'ils ont eux-mêmes été chercher de l'argent. La Fondation Abbé Pierre, chez Leyer, à MP 2013, ils étaient libres de le faire. Tout le monde dans les porteurs de projets était libre de faire ce qu'ils voulaient. Nous, on a fermé la porte à personne, puisque nous, ce qu'on voulait, c'est que ça se passe. D'accord. Je suis d'accord, mais par contre, donc on n'a pas été prestataire de l'MP 2013, ils ne nous ont jamais demandé de lettres, on n'a jamais demandé d'argent. Donc tu considères que c'est faux? Enfin, je veux dire, après, c'est toujours, il y a toujours un truc où il y a les méchants, il y a les méchants, il y a les gentils, il y a les gentils.
En fait, je pense que ça concerne, enfin, ça intéresse vraiment combien de personnes ça? Fondamentalement, je pense que Julien avait raison. L'argent a été dépensé, il a été dépensé, c'est trop tard, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste? Non, mais ça, je suis d'accord. C'est la vraie question à 10 jours de 2014 et à 3 mois des élections municipales. Le reste, on s'en fout. Tout le monde sait que la transhumance a coûté une blinde, tout le monde sait que les ateliers pas tout le monde, je crois. Mais tout le monde l'a dit d'une façon ou d'une autre, et ceux qui ne s'intéressent pas à ça, ça ne les intéresse pas de toute façon. Donc on ne va pas les transformer en passionnés de culture. Je suis pas sûr que ça ne puisse pas les intéresser parce que quand même, c'est payé avec la finance publique dans leurs impôts. Oui, mais excuse-moi, si tu veux parler de finances publiques, ok, on n'a qu'à parler de la rénovation du stade Vélodrome, parce que ça coûte 230 millions à la ville de Marseille, plus un loyer qui va durer 35 ans. On peut parler aussi du contrat de l'eau de la Seine avec la ville de Marseille, et ça c'est des montants extraordinairement plus élevés que 12 millions d'euros, 10 millions d'euros, etc., etc. Il y a de l'argent qui est dépensé dans le domaine économique, dans le domaine de la recherche, dans le domaine médical, dans le domaine sportif. Et comme par hasard, là, entre guillemets, on est en train de se dire, c'est la bataille des pauvres en fait, la culture, tout le monde crève dans la culture. Non, mais et là, c'est celui qui en a un petit peu plus que le voisin, tout de suite, il est taxé de celui du méchant, parce que le voisin, il n'en a pas assez. Et c'est typiquement une guerre du tiers-monde. Non, c'est pas la vraie guerre, c'est pas de se battre pour savoir qui c'est qui a dépensé quoi, c'est de se battre pour que la culture ait plus d'argent, parce que à la ville, au département, à la région, à l'État, à MPM et plus tard à la métropole, de l'argent, il y en a. Oui, mais voilà. Donc qui décide comment on le répartit? Et ça, c'est les élus qui le font. C'est pas les acteurs culturels, c'est pas MP 2013, c'est les élus. C'est les élus qui ont dit, moi je mets sur la table 2 millions d'euros. C'est pas MP 2013, leur budget, ils l'ont fait parce que les autres, ils ont mis chacun la même somme. Et ça, c'est tout le monde, la culture va commencer à se battre. Les cultureux vont se battre entre sur un bout. Je peux finir ma phrase là? Voilà, les cultureux vont se battre sur un bout de barbac qui va rester de 2013, l'après 2014, au lieu en fait peut-être de se battre ensemble pour avoir plus d'argent et de faire reconnaître leurs spécificités. Le fait qu'en 2013, le monde économique, la population a adhéré au projet, quel qu'il soit, même si ça coûtait une blinde, même s'il n'y avait pas de crotte de mouton après le machin, etc. Mais en fait, il y a une sorte de... Il y a un argument, enfin, je sais pas, un argument massu. Dans n'importe quelle autre métropole, n'importe quelle autre ville, les élus politiques, ils se seraient emparés de la chose. Ils se seraient emparés de la question culturelle. Là, pour l'instant, les programmes politiques, c'est à droite, on va transformer le GIA en casino, et à gauche, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Donc là, si le monde culturel devait se battre, le monde culturel devrait se réunir et faire des états généraux de je sais pas quoi, et en tout cas faire quelque chose pour convaincre les équipes de se battre pour ça. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous les acteurs culturels, qu'ils soient petits ou gros, ils sont en train de se bouffer les uns les autres pour récupérer le petit bout qui traîne parce que les subventions elles diminuent. Et c'est débile. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. J'agis dans ce sens-là, je n'agis pas forcément dans le même sens. Dans la même façon, mais bon, je veux dire, c'est ce qui est. J'essaie d'agir depuis plusieurs années, notamment pour faire présenter l'artiste. Il y avait le projet de la Poste Colbert, si tu connais. Quand j'ai rencontré des élus, ils m'ont dit on n'a pas d'argent, quoi, et ça aurait coûté peut-être l'équivalent de ce qui a été dépensé pour d'autres choses éphémères comme le fameux G1 et le pavillon M. Mais bon, par contre, il y a une chose, c'est que l'image que je vois pour la culture en ce moment à Marseille, c'est que c'est un homme qui est en train de couler de s'enfoncer dans sa mouvement et qui, vu qu'il y a le clientélisme et autres, par peur, on n'ouvre pas sa gueule, si je puis dire, et continue de s'enfoncer de temps en temps, un peu d'oxygène, mais voilà. Mais pourquoi les acteurs culturels ne se sont pas réunis en septembre, octobre, novembre, décembre, les Sauvageaux, les Macaïefs, les Blusés, les Macaïefs, pourquoi ils ne se sont pas réunis ensemble en se disant, bon bah s'il n'y a aucun politique qui fait quelque chose, s'il n'y a rien après 2013, nous on peut porter ça, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi les acteurs culturels, les gros et le petit, ils ne font pas ça et ne l'ont jamais fait? Parce qu'ils sont dans leur petite niche, ils récupèrent la thune de façon presque automatique d'une année sur l'autre, et voilà, ça tourne en rond, quoi. Et le truc, c'est que MP 2013, ça a cassé le machin, donc tout a été remis en cause, et MP 2013, ils ont été loin d'être super géniaux, etc. Mais voilà, ça a pas, il n'y a eu aucun mouvement pour dire, voilà, là aujourd'hui, tout le monde a peur que le GIA continue à faire les culturels, parce que du coup, ça prendrait de l'argent
au FRAC et au Doc des Sud et Bidule, etc. Mais du coup, il n'y a pas de vision. Et voilà, c'est définiant. Il faut éviter de généraliser quand on parle des petits décos culturels. Il y a des peintres, il y a des photographes, il y a des cinéastes qui n'ont pas les mêmes problématiques suivant ce qu'ils font. Quand tu dis qu'on se bat pour le petit bout de gras, je veux dire nous qu'on fait tenir le polygone depuis 16 ans et on s'est battu auprès des politiques et on y va. Très peu nous suivent dans cette voie. On est un peu seul à se battre contre la politique de la ville et avec, parce qu'on a aussi des gens qui nous soutiennent à l'intérieur de la ville. Et je vais dire, quand on fait des dossiers, on va au carton. Donc, généraliser sur le fonctionnement des associations. Vous êtes battre le polygone, vous n'êtes pas mis avec. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement de plusieurs acteurs culturels. Chacun se bat dans son coin. Il n'y a pas de mouvement des acteurs culturels locaux. Et MPE 2013 a tué ça aussi. Attends. Je te signale que le polygone accueille une trentaine d'associations, petites et grosses, qui occupent les locaux, parce que c'est aussi une convention qu'on a avec la ville. On reçoit toutes les associations. Quand la politique, la responsable, parce que je ne connais pas trop les politiques sur Marseille, est venue au polygone, elle avait fait le tour des associations du 1er et du 2e arrondissement, etc. Et tout le monde en parlait du polygone parce que c'est là qu'ils viennent. Que ce soit pour les gamins, que ce soit pour les diffusions, que ce soit pour les centres de jour, organiser des diffusions pour que les gens la journée. Et donc c'est des associations qui organisent ça. Et il n'y a pas que le polygone. Le polygone, c'est un lieu, avant d'être une association. C'est une femme qui gère ce lieu-là, qui a ses impératifs et son engagement au niveau du cinéma de diffusion, qui est un peu particulier, certes. Et c'est pas à moi de défendre je défends le lieu qui s'appelle le polygone. Et ce qu'on a démontré dans le cadre de MP, on a fait 10 fois plus que beaucoup auraient fait avec cet argent. C'est-à-dire qu'on sait déjà tous, les artistes, et ce qu'on a démontré dans le cadre de MP 2013, c'est qu'avec, effectivement, on s'est battu pour avoir des moyens, on a eu des moyens limités, mais on a fait 10 fois plus que beaucoup auraient fait avec cet argent. C'est-à-dire qu'on sait déjà tous, les artistes, certains étaient payés en intermittence du spectacle, mais très raisonnablement. Les restos, c'était le casse-croûte, etc. On a tous joué le jeu. Quel que soit le CV qu'on avait en face, ingénieur du son ou le Parisien, tout le monde était payé de la même manière. Et je trouve aussi un peu dommage sur les grilles de salaire, parce qu'on revient aussi sur comment comment on dépense l'argent sur des projets. Il faut savoir que, et grâce, nous, on a eu une chargée de production, si on peut dire, une chef de projet, qui a très bien géré le tout, parce que c'est pas facile de gérer 10 réalisateurs et une quinzaine d'auteurs qui viennent un peu de tous les milieux, parce que c'est des égos forts, et donc il y a quand même... mais donc on a réussi à faire ça. Bien sûr qu'on inviterait ces associations à venir nous voir et amener le même combat que nous, parce que souvent les gens ne nous ont pas suivis parce qu'on était un peu contre cette politique de la ville, et donc ils ont dit si on va au polygone, on va se griller les ailes. Donc voilà, donc après il faut savoir ce qu'on veut. Nous ça a marché et on a encore de l'espoir et on va vivre parce qu'on était près de mourir il y a 1 an et demi. On se relève et on continue sur 2014 sur la même lancée que 2013. Voilà. D'ailleurs, puisque pour rebondir, moi, je veux dire, le problème c'est de rassembler justement. Ça c'est un gros problème à Marseille. Oui, non, mais bon. Mais il y a une chose par contre, ce qui est en train de se passer, qu'il faudrait quand même faire réagir les gens, enfin les structures, c'est que en ce moment, il y a depuis avant 2013 et pendant 2013, il y a énormément de structures qui sont soit en difficulté, soit qui sont à cause de baisse de subventions. Et ensuite,
aussi, il y en a carrément qui ferment, quoi. Et même des grosses structures, parce qu'il y a des baisses de suppression de subventions. Bon, il y a le plus gros ballet de l'Europe qui a fermé. Il y a différents théâtres qui ferment, des galeries il y a deux, trois galeries d'art contemporain qui ont fermé, etc. Et le problème, c'est que l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu désespérant, quoi. Enfin, pour beaucoup de gens sont désespérés. Qu'est-ce qui va se passer? Là, je pense que ce serait bien d'en parler. Comment on voit le futur? Bon, il y a les élections municipales qui vont se passer pendant 6 mois. Il va y avoir une transition. Il y a un vide. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui serait bien, justement, c'était l'occasion pour ça on avait invité différents représentants MP 2013. Le CG13 n'est pas venu. Le conseil général, ils n'avaient personne disponible. La ville, MPM, la région, Assif était venu, aurait pu venir peut-être d'y voir éventuellement ce qu'elle pense qu'il pourrait se faire. Bon, de toute façon, voilà. Oui, alors moi je remarque, et puis Stéphane a dit quelque chose, enfin tous les deux, Yann et Stéphane ont dit en fin de compte un peu les mêmes choses, en disant qu'il fallait se réveiller et que c'était aux acteurs culturels à le faire. Là, tu évoques les structures, les institutionnels qui ne sont pas présents, mais c'est vrai que ce sont avant tout les acteurs culturels et ceux qui vivent de leur art qui doivent se mobiliser. Et c'est vrai que malheureusement, on réagit souvent trop tard, c'est-à-dire c'est quand on est menacé, quand on est dans la défense, c'est pas le meilleur moment de s'organiser. Et autrement, c'est l'individualisme qui joue partout, dans quelques bords de la société, quel que soit le type de citoyen qui soit concerné. L'individualisme, on est en train d'en souffrir. Je veux dire, c'est quand même 50 années derrière nous qui nous ont amenés à là. C'est-à-dire que chacun pense à soi. Après, on s'organise et on parle plus d'individualisme mais d'organisationnisme. Chacun pense à sa petite structure, à sa petite boutique. Et puis, il faut donc renverser la vapeur. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Et dans le domaine artistique, où souvent ce sont des créateurs individuels, c'est encore pire. Parce que je veux dire, on est pris dans sa création, dans son truc, on a envie de sortir et de se montrer. On voit bien que les acteurs culturels sont nombreux, qui sont inscrits au RSA, qui était avant au RMI, je veux dire, comme les intermittents du spectacle. Donc c'est vrai que ce sont déjà des gens qui sont en train de surnager, enfin qui sont maintenus hors de l'eau, et c'est donc très difficile. Mais c'est vrai qu'il faut encourager. Je pense que dans ce que j'ai entendu, c'est-à-dire qu'il y a des exemples, des modèles qui se sont un petit peu constitués, pas facilement, avec des regroupements associatifs dans un même lieu. Un lieu, c'est fédérateur. Un lieu, c'est fédérateur. C'est pour ça que dans ces espaces qui ont été construits et qui ne vont être inoccupés ou occupés par des activités de type saisonnier ou uniquement avec un certain qui ne correspond pas à l'attente des artistes. Moi, tout à l'heure, je plaisantais pas quand je vous disais il faut aller squatter ou faut proposer des lieux pour rassembler. Ces gens ont besoin de sentir qu'ils ont une âme commune. Pardon, tu m'as coupé là? Si, j'ai remarqué que tu m'as coupé la parole, Wahib, là. Je parle trop fort. C'est moi qui parle, je coupe trop fort, je parle trop fort, pardon. Oui, je veux dire, il faut donc essayer de proposer, à une période où il y a la menace qui pèse, et donc ne pas être trop sur la défensive, mais au contraire aller dans l'offensive et faire des propositions et de dire, prenons l'exemple, donc on fait le bilan, on évalue la chose et on se dit, quel dommage que ça ferme, quel dommage qu'on a investi dans cette affaire tant d'argent et puis que ça va servir à rien. Donc essayons de reprendre la main en agissant, alors par un renforcement autour de pôles tels que le polygone étoilé, déjà qui est un lieu d'expérience, mais il doit y en avoir d'autres sur Marseille. Moi, je prends Mille Babord que je vois. C'est une structure qui fédère aussi. Il y a beaucoup d'autres endroits comme ça, souvent qui sont peut-être un peu isolés, qui peinent à travailler ensemble. Moi, je vois sur les médias, sur le cinéma, sur les télés, sur les radios, il y avait autour de l'APAS, moi, à un moment donné, quand j'étais coprésident, il y avait des réunions de tous les gens qui étaient dans la communication qui essayaient d'avancer. Bon, ils sont un petit peu désespérés peut-être. Eh bien, il faut reprendre du souffle et puis en profiter maintenant pour
demander des comptes aux politiques et leur dire voilà où vous nous avez amenés. C'est-à-dire que à force de nous serrer la ceinture, de nous supprimer les petites aides, bon, c'est vrai qu'on sait que moi je sais que j'ai fait des choses dans le milieu associatif tant que j'ai pas demandé de subvention. Le jour où on commence à être à la merci des subventions, et on commence à être foutu. C'est-à-dire qu'il vaut mieux essayer d'avoir des activités qui génèrent un petit peu de ressources et une part d'autofinancement des activités, plutôt que d'aller à la recherche des subventions. J'aurais une question à Claire Bullen pour lui demander puisqu'on parle de l'après, qu'est-ce qui se passe actuellement, par exemple à Liverpool? Il faut le donner au micro. Non, il marche. Il n'y a plus de bonnette. Parce que ça peut être intéressant, sa vision en tant que chercheuse et observateur. Elle a vu au moins 2 capitales, Liverpool et Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé après à Liverpool? Et est-ce que ce qui se passe est arrivé à Marseille? Comme j'ai dit dans ma présentation, il y a, on peut dire, il y a 3 courants d'une certaine façon. D'abord, les élus, les fonctionnaires ont une certaine confiance maintenant que c'est comme ça qu'il faut gérer une ville. Donc on a vu une profusion de grands projets. Après 2008, c'était 2010, Liverpool était la seule ville d'être à l'Expo à Shanghai avec pas mal des grandes structures culturelles qui étaient avec eux, le Philharmonique et je sais pas quoi. Et maintenant, la stratégie du développement urbain paraît être vendre la ville aux investisseurs, notamment chinois. Et c'était vraiment la suite de ce projet-là. Mais ce qu'on a vu aussi, que la politique culturelle dans la ville a plutôt bien soumis les coupures budgétaires parce qu'il y a cette confiance dans la culture en tant que levure économique. Donc, on voit que les structures sociales et la vie associative a vu beaucoup de coupures, des coupures très, très radicales, pendant que le budget culturel était moins coupé. Donc, il y a même, encore une fois, dans une ville populaire, avec un discours sur la culture populaire, on a vu que c'est toujours la culture élite qui reçoit l'argent quand les choses sont difficiles. En gros, c'était grosses structures qui recevaient plus et les petites ont plus rien. Ouais. On a vu que, par exemple, dans le centre-ville, le Philharmonique a reçu 2 millions d'investissements pendant que d'autres structures étaient en train de recevoir des grandes subventions et des structures enfermées aussi. Mais dans les bibliothèques, les bibliothèques dans les quartiers sont en train de fermer. Je pense, on a vu des dynamiques ici avec les bibliothèques, les choses, la petite culture, si on veut, qui est moins soutenue, mais la bibliothèque du centre-ville a reçu beaucoup d'argent. Les élus sont très, très contents avec la nouvelle rénovation. Et ça a gagné 5 étoiles sur TripAdvisor. Donc, on a une sorte de politique culturelle qui est vraiment misée sur le tourisme, toujours. Oui, donc ça ne profite pas, ça n'a pas touché, on peut dire, les populations qui n'étaient pas touchées avant. Non. Enfin, ce qu'on appelle, comme à Marseille, on parle actuellement Marseille 2013, etc. Ça n'a pas touché les quartiers dits défavorisés, ce qu'on appelle les quartiers nord et autres. Bon, voilà, plus déjà il y a une difficulté de transport. Je pense. Puis bon, voilà, bon. Je pense qu'il y a dans ces projets, il y a toujours des heureux hasards, il y a des bels projets qui se passent, il y a des fédérations entre acteurs et il y a aussi un discours avec la capitale européenne de la culture à Liverpool. C'était le slogan était World in One City. La ville dans le monde dans une ville. Et on voit de temps en temps ce discours ressort et ça donne une sorte
ça donne une sorte d'énergie de quelques campagnes. Donc il y a un nouveau discours qui est venu dans la ville. Il y a des groupes qui militent utilisant le rhétorique. Écoutez, on était capitale européenne de la culture, donc on voudrait ces choses-là. Donc on ne peut pas dire que c'est pareil comme avant. Les choses ont changé. Il y a des gagnants, des perdants. Les pauvres la plupart sont toujours pauvres. Voilà, donc je pense. Mais est-ce que tu penses que il y a une amélioration, si on peut dire que c'est, comme diraient certains, c'était mieux avant, ou c'est pire avant, est-ce que, enfin, ça dépend pour qui encore, en fait. Ça dépend pour qui, mais encore une fois, c'est juste un petit projet, comme on a dit, dans des projets de rénovation urbaine. Et donc, c'était dans un long processus. Il y avait des choses qui étaient mises en place avant. Comme Marseille, le fait d'être élu capitale européenne à la culture a accéléré peut-être ces processus de privatisation du centre-ville, la transformation du centre-ville dans un grand centre de commerce. Mais c'était des dynamiques qui étaient mises en place dans les années 80. Donc, ça a changé, comme j'ai dit, la confiance des élus. Peut-être ça a changé. Maintenant, Liverpool a plus de touristes. Donc, ça a changé quelque chose. Oui, mais bon, la ville reste pauvre. Le problème, en fait, c'est ça qui est le problème. Ce qui s'est passé à Marseille, c'est qu'en fait, on vise le tourisme et les touristes. En fait, je sais pas si ça touche vraiment les touristes, parce que bon, moi, l'autre jour, je suis allé à un colloque qui était à la Vieille Charité, organisé qui s'est passé, et il y a une dame du MUSEM qui explique, des chercheurs, et la dame du MUSEM du service des publics, qui expliquait que le MUSEM dont on parle, qui a eu 1 600 000 visites, elle a des derniers chiffres, 10 décembre, il y avait 1 600 000 visiteurs. Mais, in fine, des expositions, il n'y avait que 590 000 visiteurs. C'est-à-dire, les gens venaient, certains parce qu'ils entendaient parler le musée, mais bon, ils regardaient le paysage, etc. Mais après, ils n'allaient pas voir les expos, quoi. Donc, les gens, bon, voilà, il y a une politique de chiffres actuellement, bon. Il y a eu plusieurs débats où tu as participé, j'ai assisté aussi. Il y a une guerre de chiffres, alors il y a eu 1 500 000, etc. Toi, je sais pas si tu veux donner un chiffre, le chiffre, si c'était des visiteurs, des touristes à Liverpool, parce qu'à Marseille, bon, on parle moins de 6 millions, puis 10 millions, puis en fait, on ne sait plus trop combien de visiteurs il y a. Alors, attends, il faut, voilà. Bon, nos amis sont en train de nous quitter. Je crois qu'il ne faut pas qu'on continue de cette manière-là. Il faut quand même qu'on essaye de voir si on a envie. Moi, je pense que d'après les réactions que j'ai vues des uns et des autres, je pense qu'on pourrait essayer, donc déjà, d'avoir. Est-ce qu'on a les coordonnées de chacun d'entre vous? Moi, je proposerais qu'à partir parce que c'est beaucoup plus efficace, je pense. Alors, ça peut être un document qui est écrit. Moi, je revendique pas les droits d'auteur. Moi, je veux dire, s'il y en a d'autres qui ont des questions à poser et des problèmes à soulever, il faut surtout le faire. Je vous proposerai une petite réunion, peut-être avant notre émission, donc du premier mardi de janvier, qui va être le 6 ou le 7, c'est ça? Non, le 2, le mercredi, Noël, on est aujourd'hui le 18, Noël, c'est un mercredi, donc forcément, le mardi suivant, ça peut pas être le 2. Le 2 janvier, on sera un jeudi. Donc, ce qui veut dire, vendredi, samedi, on doit être le 6. On sera probablement le mardi 6, c'est ça? Non? Donc, alors, soit on essaye de se voir, pourquoi pas avant, ou à l'occasion de cette émission, mais un peu avant. Comment? Non, mais justement, c'était pour ça, pour essayer de fixer date juste avant. Non, mais on va de se retrouver soit le lendemain de cette émission, et s'il y en a parmi vous qui ont envie d'y venir, ben moi je vous invite volontiers. Il y a de la place dans la cabine. Donc ça peut être avant, et se faire une petite réunion de travail avant qu'on organise un nouveau rassemblement ici, comme l'a proposé tout à l'heure Martin.
notre ami Martin. Non, mais bon, je suis d'accord pour essayer de remettre un truc d'ici, se donner par exemple un mois après ce qu'on appelle les trêves des confiseurs. Ben oui, le problème